Écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ce n'est pas non plus un crime d'avoir fait quelques études. Non, vous ne trouvez pas? Non, je ne parle pas, je dirige le débat. Et c'est ma fonction. Alors, non, pas du tout. Et donc, je vais donner la parole maintenant à des gens qui ont fait des études. Qui? Mais on y vient. On commence. Alors, chacun va maintenant dire ce qu'il a observé et ce qu'il aurait dû dire. D'accord? Ce qu'il aurait aimé dire à un moment donné ou à un autre. Monsieur Le Cachot. Oh, moi, je crois que j'ai déjà un peu dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire, j'ai dit que, à mon avis, il n'était pas ni souhaitable ni vraiment possible de réduire la dépense publique, ou en tout cas les principaux postes de dépense publique qu'on a évoqués, hein, et que donc la question, à mon avis, c'est une question de répartition de l'impôt et donc de justice fiscale. Et là-dessus, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment avec la question de l'évasion fiscale, des choses de ce genre-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui une situation où, en France, comme d'ailleurs dans presque tous les pays développés, une partie de la matière fiscale échappe à l'impôt à cause de mécanismes auxquels on pourrait partiellement, en tout cas, mettre fin si on avait vraiment la volonté politique de le faire, et que donc il y a matière à améliorer cette question de la justice fiscale, ça c'est sûr. Mais en même temps, on ne peut pas imaginer de réduire fortement la dépense, étant donné la structure de la dépense, hein, et étant donné par ailleurs qu'il y a un tas de choses dont on dit qu'elles sont insuffisantes. Hein, voilà. Merci, Fabienne Bascou. Je voudrais rebondir sur une question qui est revenue à plusieurs reprises concernant le vote. Nous avons la chance d'avoir les deux à la tête de l'État, le président de la République, et au Parlement, les députés, qui sont élus au suffrage universel direct. Il n'a échappé à personne que depuis la réforme du financement des partis politiques, nous avons un nombre pléthorique de candidats, que donc nous avons un choix relativement important dans l'offre de projets au premier tour, qu'au deuxième tour, il est légitime que l'on tranche entre deux personnes. Et je trouve assez incroyable que l'on puisse considérer qu'on ne puisse pas retenir comme étant valable le vote des personnes qui ont voté pour le deuxième tour. C'est quand même la légitimité du vote. Je trouve aussi qu'il est anormal que l'on puisse penser aujourd'hui qu'on puisse remettre en question le vote si on ne se pose pas la question d'aller voter. C'est vrai que on le voit pour ces élections-là, dans les élections professionnelles, dans les chambres consulaires, d'agriculture, les gens sont élus par un nombre de personnes inscrites sur les listes qui est extrêmement faible. Et ça, ce n'est pas effectivement représentatif. Mais c'est le choix de chacun. Ne pas se rendre au bureau de vote, c'est un choix. Alors moi, je voulais poser la question tout à l'heure. Les personnes qui concèdent qu'il faudrait retenir le vote blanc ou révoquer celui qui a été élu dans ces conditions parce qu'il n'aurait pas une représentativité supérieure, par exemple, à 30%, quelle est la solution qu'il peut apporter? Qu'il nous fasse une proposition, qu'on nous fasse des propositions pour réformer ce vote au suffrage universel à 2 tours. Merci. Monsieur le professeur Gourdou. Bon, 3 mots rapides, mais peut-être pour faire un pont sur ce que seront les futurs débats. Je pense qu'il y a une question qui a été à peine abordée, qui mériterait d'être justement au cœur du débat, c'est le millefeuille territorial. Et la question de savoir comment on peut organiser mieux la décentralisation pour faire en sorte que les actions peut-être soient à la fois plus efficaces et peut-être moins coûteuses. Bon, ça a été à peine abordé, je pense que ça serait intéressant de savoir s'il y a vraiment du plus à avoir différents niveaux ou simplement du moins. C'est pas si évident que ça, la réponse à apporter. La deuxième chose,
Sur tout ce qui est référendum et consultation, c'est assez amusant de voir que le référendum est perçu aujourd'hui comme l'élément ultime de la démocratie, alors que pendant énormément de régimes, ça a été perçu comme l'ennemi de la démocratie, hein, parce que c'est quand même Napoléon Bonaparte qui s'en est servi et l'a complètement dévoyé, et c'est un instrument qui est très facile à dévoyer. Donc, juste une petite remarque qu'aurait faite mieux mon ami Denis de Béchillon, sans doute, et de manière beaucoup plus brillante, mais je remarque ça. Et puis, c'est pas parce qu'il y aurait un référendum inscrit dans les textes d'initiative populaire que tout va s'arranger non plus, et que ça serait quelque chose d'utile, d'utilisable, d'utilisé. Il faut savoir qu'il y a une initiative populaire pour tout ce qui est consultation locale depuis 2003 dans les textes. Que je sache, c'est extrêmement rare à l'échelle locale que ce soit utilisé. Et je suis sûr que même beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Tout ça pour dire que les solutions institutionnelles peuvent paraître toujours la panacée. Une constitution telle qu'elle est, ou quelle qu'elle soit plutôt, n'est jamais en soi une bonne solution, une mauvaise solution. C'est exactement la pratique ensuite qui fait que on va plutôt vers un régime vertueux ou un régime qui ne l'est pas. Donc la 6e République, pourquoi pas, mais ça ne sera pas en soi une solution si les mentalités ne changent pas. Voilà. Merci, Monsieur Gourdou. Valérie Paris. Je vais juste revenir. Donc, on a parlé de la sécurité sociale, on a parlé des aides sociales. Monsieur Le Cacheux l'a dit, il y a une grosse dépense au niveau donc de toutes ces aides sociales, donc chercher les recettes. Mais moi, j'ai une réflexion personnelle. Je me dis que tout le monde bénéficie des infrastructures, des hôpitaux, des pompiers, de la police. Tout le monde en profite. Et il y a quand même une partie de la population qui, elle, je dis malheureusement, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, ne vit que d'aide sociale. Et cette population, elle, ne participe en rien, puisque l'aide sociale, il n'y a pas de prélèvement là-dessus. Sachant qu'un salarié, quel qu'il soit, il va gagner que 500 €, il va lui payer des charges salariales et il va payer ce qu'on appelle la CSG-CRDS, c'est-à-dire un impôt sur quelque chose qu'il n'a pas perçu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une réflexion à se faire sur notre société en se disant, peut-être que tout citoyen doit payer dans notre société, même si ce n'est que quelques euros, mais tout le monde peut-être participer à cet effort national. Et bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit par rapport aux dividendes, aux grands capitaux, voilà. Mais peut-être déjà par rapport à notre système social, avoir cette réflexion. Merci Valérie. Jean Marziou. Oui, bientôt 6 heures de débat. Je crois qu'on va bientôt battre les records du président Macron. Que retient-on, en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut retenir au terme de ces 6 heures de débat? Pour ma part et pour faire bref, je retiens à la fois un constat et un questionnement. Le constat que je fais également depuis maintenant une bonne quinzaine de semaines. On perçoit bien une formidable soif de s'exprimer, soif de revendiquer, une soif de souhaiter que les choses bougent plus ou moins en profondeur, avec l'espoir que, évidemment, tout ça débouche sur des jours meilleurs. Mais, dans le même temps, on n'entend pas non plus une volonté d'agir, une volonté de s'engager. Et c'est d'ailleurs le paradoxe. Les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations sociales, les associations politiques, les associations citoyennes et même les partis politiques, eh bien, que constate-t-on? Au fil des ans et des décennies, ils perdent de plus en plus d'adhérents, que de moins en moins de monde s'installe dans leur rang pour œuvrer, pour imaginer un avenir différent et faire bouger les choses. Et la question que personne ici n'a finalement répondu, pas plus que j'ai pas grand-chose entendu depuis 15 semaines, c'est est-ce que ces organisations sont-elles véritablement dépassées? Est-ce qu'elles ne peuvent pas faire bouger les choses, faire évoluer
les situations dans un cadre qui soit un cadre, certes, de bras de fer, et on a connu ça depuis les 30 Glorieuses françaises, et c'est ce qui a apporté évidemment beaucoup de progrès sociaux, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que redonner du souffle à ces organisations, lesquelles, en quelque sorte, s'inscrivent dans un débat, et surtout dans un respect d'une démocratie, je dirais, apaisée. Et c'est ce questionnement-là qui reste pour moi le grand mystère du mouvement des Gilets jaunes, parce que je n'ai pas le sentiment que, après avoir écouté pendant bientôt 6 heures et avoir perçu depuis 15 semaines, une volonté de s'inscrire dans l'action et pas simplement dans la contestation, pardonnez-moi, un peu stérile, et qui devrait déboucher sur je me prends en main, je m'engage. Et c'est vrai qu'en France, la diversité des mouvements, qu'ils soient sociopolitiques, syndicaux, est telle qu'elle recouvrerait, j'en suis sûr, une bonne partie, si ce n'est la totalité des opinions exprimées ce soir, des plus radicales au moins radicales. Voilà, merci. Merci Jean. Philippe Tugas. Bonsoir et bonne nuit. Après 6 heures de débat, ils m'ont beaucoup intéressé. J'ai entendu beaucoup de choses passionnantes. J'ai perçu beaucoup de détresse. J'ai perçu beaucoup d'attentes de beaucoup de gens et beaucoup de demandes de justice. Et émaillé de diagnostics assez pertinents, de propositions qui m'ont semblé évidentes. Alors, j'ai l'impression que si vous êtes en communication, comme on vous le disait tout à l'heure, demain avec le président Macron, bien écoutez, vous lui direz bon courage. Et je vous le souhaite également à vous, parce que vous n'avez pas été tout à fait épargné. Et donc, voilà. J'ai été un peu surpris quand même de ne pas avoir entendu beaucoup d'échanges sur le thème de l'environnement. Il y a eu quelques contributions, alors que tout a commencé par là, quoi. Et puis, de la même façon, comme on vous l'a dit, peu de choses sur la dimension territoriale des problématiques. Ça, c'est un peu absent. Mais ça viendra sans doute. Les autres débats vont nous permettre de traiter les 4 thèmes présélectionnés. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. Et donc l'environnement aura son débat et la dimension territoriale aussi. Mais moi, je veux dire simplement un mot. D'abord, j'ai trouvé ça très intéressant. Un peu chaud, mais bon, c'est normal. C'est comme le climat. Oui, mais là, en ce moment, le réchauffement est un peu mitigé. J'ai trouvé ça très intéressant, passionné, parfois un peu agressif, mais c'est la règle du jeu, hein, quand on fait une enceinte comme ça. Il y a une chose qui m'a frappé. Avant le débat, tout le monde disait les Gilets jaunes ne viendront pas. On disait même qu'ils s'étaient réunis pour délibérer, qu'il y en aurait à l'entrée pour empêcher leurs copains de rentrer. Et en réalité, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, qu'ils l'aient physiquement ou par le cœur, ils sont venus participer au débat. Et je trouve ça, pour ma part, très intéressant. Et puis ensuite, il y a évidemment une dimension, certains diront utopie, d'autres revendications extrêmement soutenues et parfois agressives. De tout ça, il faudra bien, mais on a 8 semaines devant nous, tout ça, il faudra bien qu'il sorte un projet pour tous les Français. Un projet qui représente aussi à la sortie un équilibre. Parce que les pays qui sont en train de déraper sont très nombreux autour de nous.
ici et ailleurs, et qui crée des situations qui sont des situations périlleuses pour des valeurs auxquelles on est attaché. Et donc, je suis content qu'on ait au moins trouvé 2 ou 3 points sur lesquels il y avait un accord assez large et assez général. Par exemple, la lutte contre l'évasion fiscale. Je ne doute pas qu'il y a un accord extrêmement général sur la lutte contre l'évasion fiscale. Même au Portugal, cher monsieur. Et donc, il n'écoute pas. Et donc, je suis très heureux qu'on ait eu cette occasion de montrer qu'il pouvait y avoir un débat de bonne foi, non manipulé, absolument direct, où personne n'a été privé de la parole. Personne. La totalité de ceux qui ont voulu parler, alors ça a duré 6 heures, mais au moins c'est un gage que le débat est profondément authentique. Et je trouve ça un encouragement pour ma part. Merci à tous.